Bonjour mes mangeurs de maths, ici Pierre-Luc Racine, l'homme qui a décidé de faire un podcast sur le sujet le plus repoussant de toute l'humanité, les mathématiques! Puis moi, les maths, j'aime ça, j'adore ça, j'en mange. Moi j'aime tellement les maths, mais tout le monde haït les maths, maudit. Tout le monde haït les maths, sauf lorsque vient le temps de calculer quand mettre son alarme le plus tard possible. Hein? Là, on devient des Einstein tout à coup, là. On est comme, OK, l'heure d'arriver au bureau, moins de transport, moins ma douche, moins mon déjeuner, égale... Ouais, je suis malade. Dans ce podcast-ci, on va parler de plein d'affaires intéressantes concernant les maths. Oui, ça existe des affaires intéressantes concernant les maths, des affaires qu'on aurait dû apprendre à l'école, mais que pour plein de raisons qu'on va explorer à travers notre aventure, on ne nous enseigne pas ça. Et une de ces raisons-là, c'est que tous les profs sont en burn-out. Je parlerai un jour du pourquoi, du comment, mais tout le monde dans la société déteste les maths. Bravo d'avoir cliqué sur ce podcast. Je vous remercie, sachant que chacune des fibres de votre corps est apeurée en ce moment. Je commençais en vous disant que c'est le même pour tout le monde, que c'est normal. Ça inclut les parents, les professeurs et même les mathématiciens. Même moi, là. Hey, j'ai un baccalauréat en mathématiques spécialisé en sciences actuarielles avec des examens post-universitaires dans lesquels on me disait que pour chaque heure que l'examen dure, je devais étudier 100 heures et j'en ai fait un de 4 heures, un de 2 heures et demie, un de 3 heures et un autre de 3 heures que j'ai réussi. Ben avec tout ça, j'haïs ça, faire des calculs mentaux. Ça me stresse de devoir calculer un pourboire. Fait que mon truc, c'est que je prends un accent français puis j'en laisse pas. Un mathématicien, c'est pas quelqu'un qui trouve que les maths, c'est facile. C'est quelqu'un qui apprécie que ce soit difficile. Un mathématicien, c'est sûrement un synonyme de psychopathe, là. Mais dans mon podcast, ça va être super simple. On va avoir du fun parce que vous n'aurez pas d'examen. Je vais vous parler d'histoires de mathématiciens et de mathématiciennes que vous auriez dû apprendre à l'école. Je vais vous parler de concepts mathématiques simples et mon objectif, c'est d'avoir du fun et de pas trop vous faire saigner du nez, des oreilles ou de n'importe où. Et on commence maintenant avec le mathématicien le plus connu de toute l'histoire de l'humanité. On commence en parlant du fameux théorème de Pythagore. On le connaît tous, ça dit que le carré de l'hypoténuse est égal à 30 de blablabla. Ça a été prouvé d'au moins 122 façons différentes, puis on s'en sacre. Les gens sont comme « Oui, c'est essentiel le théorème de Pythagore. » Puis tu sais quoi? Ben ouais, t'as raison, c'est essentiel en sciences, mais qu'est-ce que ça fait dans la vie de tous les jours? Argent. Faut arrêter de faire semblant que c'est utile dans le concret. Puis je pense que c'est un des gros mensonges qu'on dit par rapport aux mathématiques, c'est que des fois, c'est abstrait. Puis ça fait poser une question tout à fait naturelle chez les étudiants. Pourquoi on apprend le théorème de Pythagore? Ça me donne rien d'envie. Oui, c'est vrai, ça sert probablement à rien dans ta vie carrément directe, mais ensemble, on va apprendre à penser différemment, à voir les choses d'une autre manière, de travailler notre capacité d'abstraction et simplement développer les habiletés à apprendre. Hey, si tu apprends à apprendre le théorème de Pythagore, tu viens de te prouver que tu es capable d'apprendre pas mal toute sa terre. Je trouve que c'est un beau message qu'on devrait envoyer plus souvent aux étudiants en maths au lieu de faire semblant que c'est vraiment pratique. Puis ça serait le fun de commencer en répondant à la question « C'est qui ça, Pythagore? » Bon, ben Pythagore, c'est un monsieur barbu en robe. C'est la plus grande crainte de Sophie Durocher. Bon, ok, là, ce que je vais vous raconter maintenant, c'est pas du grand journalisme, je l'admets en partant, mais hey, ça n'empêche pas l'existence de Sophie Durocher, du pas grand journalisme. L'affaire, c'est que l'archivage de l'époque, il n'est pas super clair / perdu à travers le temps. On se ramasse avec un mélange de tradition orale et écrite, mais dans d'anciennes langues vieillottes qui manquent des bouts, qui ont été écrites même des centaines d'années après sa mort, des fois par des fans de Pythagore. Disons que je suis genre le QC Scoop de l'Antiquité, là. Ouais, je le sais, j'ai dit fan de Pythagore.
comment un mathématicien peut avoir des fans. Savez-vous quoi? Fan n'est même pas le mot assez fort pour les décrire. On commence la vie de Pythagore, ça va virer bizarre, je vous avertis. Pythagore est né en 570 avant Jésus-Christ. Ça, là, ça fait tellement longtemps qu'on est dans une époque avant Socrate. Puis pour moi, ça sera pas facile de me placer dans les souliers de l'époque parce que j'ai la difficulté à moi-même, dans ma propre existence, me rappeler que j'ai vécu avant Google. Et si toi aussi tu te souviens d'une époque avant YouTube ou Google, c'est le temps de te redresser, fais attention à ton dos s'il te plaît. Dans mon temps, on allait au McDonald's. Puis dans mon temps, c'était du fast-food. On recevait nos commandes rapidement. Pythagore vient au monde sur l'île de Samos en Grèce. D'ailleurs, son nom, on devrait probablement le prononcer comme Pythagoré. Et là, je me dis, OK, c'est probablement une vieille mauvaise habitude colonialiste de changer les noms des lieux et des gens en français. Tu sais, je veux dire, Beijing est devenu Pékin, la ville de Cartagena en Colombie est devenue Carthagène, Leonardo da Vinci est devenu Léonard de Vinci. Puis ça, c'est une pratique tellement bizarre, là. C'est comme si au Québec, mon nom c'est Pierre-Luc, puis rendu en Irlande, mon nom c'est Paul. Et les maths, c'est assez compliqué de même, crème, en plus à l'audio, et on va se donner un peu de chance. Fait que, ouais, ça va être les noms en français, mais Pythagore, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire celui qui a été annoncé par la Pythie. Et c'est quoi ça, une Pythie? Une Pythie, c'est un genre de prêtresse qui servait aussi d'oracle. Une fois par année, elle sortait pour danser devant tout le monde. Elle en profitait pour entrer en transe et recevoir les prédictions du dieu Apollon. Fait qu'en gros, une Pythie, j'imagine que c'est comme si on élevait au niveau de prêtresse toutes les filles bien gelées au pique-nique électronique. Hey, qu'est-ce qu'elle dit la Pythie? La Pythie est en train de dire qu'on s'en va à Poutine après! Fait qu'une Pythie avait annoncé à la mère de Pythagore qu'elle donnerait naissance à, et je cite, « un homme suprêmement beau, sage et bénéfique pour l'humanité! » Hey, écoute, là, les mères sur Facebook, des fois, c'est quelque chose, là. Imagine la mère lorsque une Pythie lui dit une affaire de ce genre-là. Fait que Pythagore est devenu notre premier enfant roi. Et ça lui montrera pas du tout à la tête, là. Ben voyons qu'on se parle. Et Pythagore, il grandit comme un jeune nerd passionné de maths et d'astronomie qui a étudié avec les plus grands érudits de l'époque. Un d'entre eux, Thalès, a convaincu Pita d'aller étudier en Égypte où il a tellement tripé qu'il est resté là un bon 20 ans. Non seulement Pythagore est devenu le premier philosophe de l'histoire, il est devenu aussi notre premier snowbird. Hey B, c'est qui le nouveau gars là-bas, là? Je le sais pas, mais il dessine les triangles dans le sable. Mais sa vie prend une tournure vraiment sinistre lorsque les Perses envahissent l'Égypte. Ils le capturent et l'amènent à Babylone en prison. Puis au Québec, en prison, ce que tu fais, c'est que tu rencontres des motards ou d'autres criminels, puis tu deviens bien ami avec eux autres. Même que des fois, c'est comme une place vraiment pour te faire recruter, là. Ben Pythagore, à son époque, lui, il est tombé, puis je peux pas croire que je vais dire ça, là. Il est tombé sur des mages. Oui, des mages. Oui, mage, c'était une job possible à l'époque, là. Imagine annoncer à tes parents que tu vas devenir mage. Papa, maman, je vais devenir mage. T'aurais pas pu choisir de quoi de moins humiliant, genre mime ou imitateur. Ok, ça a l'air ridicule parce que ça l'est un peu, mais faut se souvenir que c'est une époque où les gens croyaient sincèrement qu'il y avait des romans savants qui se passaient entre les dieux sur le mont Olympe. Zeus, tu t'es encore transformé en cygne pour séduire Leda! Oh, la boulette! Si elle savait seulement ce que j'avais fait avec Prométhée! Tu sais, de la manière dont des gens, des fois, ils partent en voyage en Thaïlande ou en Inde, puis en reviennent bien changés, là. Ben, en sortant de prison, Pythagore va devenir le mage des mathématiques.
sais, l'affaire tout à fait normale qui se passe quand tu vas en prison, là. Mais anyway, c'est pas vraiment clair comment Pythagore a été sorti de la prison de mage. Il a-tu été mis dehors? Puis si oui, ben si je me fie à moi, il a dû taper ses nerfs de tout le monde à force de leur parler de télé-réalité. Pour de vrai, c'est pas sur Netflix, mais il faut vraiment que vous trouviez le moyen de regarder la saison 1 de The Circle britannique. C'est vraiment incroyable! If I'm honest with you guys, I've probably sent more dick pics than I have selfies. I think if they're requested, they're requested. Hashtag balls of steel. Après un long périple, il revient à Samos, sa ville d'origine, pour fonder une école qu'il nommera le Demi-Cercle. C'est un nom vraiment surprenant pour un monsieur qui tripe vraiment gros sur les triangles. Hein? Et à son école, les gens faisaient ce que les gens d'Antiquité adoraient faire, des maths et de la philosophie. Ces hommes se croyaient tellement intéressants, paraît qu'ils ont parti le premier podcast. Mais il y a de quoi dans la ville qui gossait Pythagore. Lui, il préférait passer son temps de son bord plutôt que de se mêler aux gens de la ville. À 40 ans, il prend ses affaires et il va dans une petite ville dans le sud de l'Italie qui s'appelle Crotone. Une ville qui s'appelle Crotone. C'est-tu moi ou on dirait une insulte misogyne, hein? Check où tu t'en vas, c'est Crotone! Et c'est pas toutes les villes qui ont des mages, des mathématiques. Fait qu'à force de parler aux gens, Pythagore devient une genre de figure importante dans la ville. Il devient super populaire, mais pas en parlant de mathématiques, juste de sa vie. Pythagore raconte sa vie, puis il devient genre le premier YouTuber de l'époque, là. Salut mes abonnés, ici Pythagore, votre boy Storytime. Aujourd'hui, je vous raconte la fois où j'ai tué un serpent venimeux en le mordant. Like, commente et abonne-toi! Ouais, ça c'était vraiment une histoire qu'il racontait. Ça, puis la fois où est-ce qu'il aurait été à 2 places en même temps, parce que des gens auraient vu quelqu'un avec une barbe en toge ailleurs. Tu sais, une affaire impossible à voir en Antiquité, là. Ça, c'est comme aller en région Québec puis dire « Hey, j'ai vu 2 hommes blancs avec une barbe, et à tous ses bras, une casquette, puis ils tripent sa bière des microbrasseries, là. Wow! » Bon, là, pour être un peu de bonne foi, dans son temps, la mode, c'était d'avoir les cheveux courts et propres. Une affaire qui a amené de nouveau quand même, parce que Pythagore a réalisé quelque chose. J'ai découvert que l'âme est distincte du corps. Là, on ne dira pas trop fort, mais c'est une affaire qui avait vraiment chapardé aux Égyptiens. Mais c'est pas grave, ça impressionne tout le monde, au point où la ville de Crotone lui demande « Hey Pythagore, ça serait bien d'adon si tu venais construire une université ici. » Puis là, Pythagore a répondu « Avez-vous dit un culte? » « Non, on parle d'une université. »« Ah ouais, ça je me disais, un culte. » Et là, Pythagore part en recrutement pour son université. Bon, là, vous me voyez pas, mais je fais des guillemets avec mes doigts. Et aussi, en ce moment, je porte des pantalons. Et ça, c'est toutes des choses vraies. Hé papa, on a reçu le pamphlet de l'école pythagoricienne. Donne-moi ça un instant. L'école pythagoricienne. Pas du tout un culte. Wow, c'est zéro suspect, ça. Et là, on va parler de comment ça marche à l'école, comment Pythagore a eu cette idée folle. Ça commence par l'admission. Parce que, comme toute école, ça commence par donner toutes tes possessions et tes terrains. On n'accepterait même pas ça au Monopoly. Le Monopoly? Hey, par pur hasard, juste dans la même coïncidence, c'est justement le sujet de mon 4e épisode de podcast. Like, commente et abonne-toi! Pendant un processus qui pouvait aller jusqu'à 3 ans, on te jugeait sur ta mémoire, ta rapidité d'esprit, ta réponse à la critique, ta concentration et même comment tu ris. Et ça veut dire que dans la secte de Pythagore, on n'aurait jamais vu l'humoriste Jimmy Carr. Ensuite, ça se poursuivait avec un vœu de silence de 5 ans. Pas le droit de parler dans les réunions. Peut-être que Pythagore voulait pas que ce qu'ils se disent dans la secte, dans l'école, excusez, que ça sorte. Fait que peut-être qu'il voulait s'assurer que tu puisses fermer ta gueule.
Mais lui, il arrêtait pas de parler. Pendant 5 ans, t'écoutais les enseignements de Pythagore qui déblatérait tout le temps sans arrêter de parler. Pour de vrai, là, s'il vivait de nos jours, là, Pythagore, c'est le genre de gars lourd qui fait des hosties de longs posts sur Facebook aux 2 minutes, là. Le genre de gars qui ressent le besoin d'aller en live 4 fois par jour. Genre de gars-là, les pires, là. Puis en plus de ça, Pythagore tenait ses discours derrière un paravent de lin parce que le regarder, c'était interdit. Pythagore, c'était le Ellen DeGeneres de l'Antiquité. Mais avec moins de mauvaises rumeurs autour de lui. Ce qui en dit beaucoup sur Ellen DeGeneres parce que Pythagore, il y a une secte. Bon, ok, là, j'aurais pu nommer une productrice québécoise à la place, mais tu m'as jamais vu à la TV ni entendu à la radio, puis j'ai pas envie de gonner mes chances dans la tête pour un podcast qui me donne 0$. Puis aussi, lequel j'aurais choisi, il manque tellement pas de choix. Et si t'échoues l'épreuve de 5 ans, tout est chill, tu retournes à Crotonne et les gens font juste te traiter comme si t'étais déjà mort. Mais quand tu réussis l'admission, tu entres dans le cercle intérieur. Tu peux enfin voir Pythagore en personne, puis faire « Ouais, c'est rien qu'un d'autre finalement ». Mais surtout, tu as accès à ses enseignements secrets. C'est comme sa page Patreon. Des mathématiques avancées, mais t'es surtout membre d'un des groupes politiques les plus influents et puissants de l'époque. De nos jours, c'est comme être admis dans les grosses ligues d'impro. Je sais pas, je suis pas dedans, mais ça a donc ben l'air important de la manière dont ils en parlent. Hey, j'arrive d'un gros tournoi d'impro, puis je sais que t'étais pas là, mais j'espère que tout le monde va savoir que je fais de l'impro puis que j'avais un gros tournoi bien important, là. Dans l'école, il y avait 2 genres de programmes, point d'interrogation. T'avais d'un bord les mathématikoi. Hey, mathématikoi. Ceux qui écoutaient et croyaient les enseignements scientifiques de Pythagore. De l'autre côté, t'avais les akoustamakoi. Ceux qui écoutaient et croyaient Pythagore davantage sur le côté spirituel. C'est un peu comme leur science humaine, pas de maths. Et je le sais que ça vous intéresse semi parce que qui dit secte dit sexe. Et au moment d'enregistrer ceci, on dirait que tous les podcasts parlent rien de dating et de sexe. Voici donc de quoi ça aurait l'air à l'époque. Bienvenue au théorème de Touche-Pythagore. Ouais, man, moi j'ai utilisé le théorème de Pythagore pour calculer ton body count. Le podcast ne sera pas très long comme Pythagore veut qu'on pratique l'abstinence. Ouais, parce que c'est vraiment notre choix à nous, là, une gang de matheux de pas avoir de relations sexuelles. Ben oui, parce qu'à chaque fois qu'un membre perd de ses fluides corporels, c'est vu comme perdre une partie de son âme. Même que Pythagore s'est déjà fâché parce que quelqu'un a pété devant lui. Quoique je le comprends un peu. Moi, tantôt, j'étais allé aux toilettes, puis avec tout ce qui est sorti, il me demande s'il me reste encore un âme. Mais l'abstinence ne dure que l'été. L'hiver, on peut se coller. Ouais, Pythagore veut surtout pas qu'on fasse des enfants pour que l'école grossisse et avoir d'autres mondes pour le vénérer. Mais en attendant, prenez le code promo racine carrée de A carré plus B carré pour un rabais sur mes dildos en poterie. Fait que comme toute bonne secte qui se respecte, il y a des limitations qui nous font sourciller. Il y a des affaires niaiseuses comme il doit toujours avoir du sel sur la table, mais il y a beaucoup d'interdictions. Il y a pas le droit d'entrer au temple les pieds nus, pas le droit de sacrifier des coqs blancs, pas le droit de ramasser la bouffe qui tombe à terre, pas le droit de rompre le pain à la table, pas le droit de manger des fèves, pas le droit de mettre ton soulier gauche avant le droit, pas le droit de faire pipi en direction du soleil, mais surtout, t'es obligé de porter du blanc, ce qui est vraiment mal commode à une époque où il n'y a pas de laveuse. Ah, j'ai encore sali ma toge, tabarnak. Tabarnak? Ça veut dire quoi, ce tabarnak? On est encore des centaines d'années avant la naissance de Jésus-Christ. Je l'ai mentionné vite de même, là, mais t'as vraiment pas le droit de manger des haricots. C'est la pire affaire que tu peux faire. T'as même pas le droit d'en endommager non plus ou d'en détruire parce que selon Pythagore, chaque bine contient l'âme d'un ancêtre, pis tu mangerais pas tes ancêtres. Pythagore, arrête de jouer avec tes ancêtres! Bon, ça sera pas une surprise pour grand monde, mais vénérer des affaires, c'est une activité à temps plein dans son culte. C'est quand même une affaire très populaire à l'époque. Oh, si Perséphone est clémente, nous aurons peut-être un beau printemps cette année. Et heureusement, ça l'a changé, hein. On est juste devenu comme « Oh, si l'algorithme est clément, peut-être que 3 personnes verront ma publication. »
Les pythagoriciens avaient leur propre affaire auquel ils donnaient la note de 10 sur 10. Le nombre 10! Et aussi niaiseux que ça a de l'air, parce que ça l'est un peu, ben Pythagore, il est un coup d'avance là-dessus, là. Hey, à l'époque, voir tout en base 10, c'est vraiment impressionnant. Même de nos jours, on fait ça maintenant. Et ça n'a pas toujours été le cas. D'où c'est que ça sort le nombre 80, vous pensez? Anyway, ça c'est une autre discussion pour une autre fois. L'affaire que je veux parler en ce moment, c'est une affaire qui distingue vraiment les Pythagoriens des autres, c'est qu'ils n'emploient pas des symboles pour faire des nombres. Eux utilisent des petits points qui s'appellent des psiphis, qui signifient cailloux. Au lieu d'écrire des nombres, ils font des petits points, comme par exemple le nombre 2, c'est 2 petits points. Et si je me fie aux boomers sur Facebook, je pense que les plus vieux, au lieu de faire des petits points, ils feraient des petites virgules. Et c'est pour ça que les Pythagoriens avaient une vision plus géométrique des mathématiques. Ils étaient tout le temps en train de faire des formes en écrivant. Et ça leur a permis de voir les choses vraiment différemment. Et c'est ça qui a fait qu'ils ont power capoté sur le nombre 10. Parce que pour eux, 10 est à la base de tout. Tout part de 10. Tout vient de 10. Parce qu'avec 10, on peut faire une certaine forme géométrique. Vous l'aurez deviné. Un triangle qu'on appelle le tétractys. En français, on l'appelle aussi la tétrade. Ça, c'est un triangle que tu formes quand tu écris 10 avec des petits points. Tu commences avec un point en haut, en dessous tu mets 2 points, ensuite 3 points en dessous. Là, tu es rendu avec la Triforce dans Zelda. Et en dessous, 4 autres points qui forment le tétractys. Ça serait vraiment long de vous expliquer à quel point il capotait ce triangle-là. Il lui accordait de la symbolique musicale, mystique, philosophique. Pour vous donner une idée, il y avait même des prières en l'honneur du tétractys. C'est tellement rushant aller à messe. Imagine quand tout le monde tripe sur un triangle. Avec votre triangle. Fait que là, Pythagore est parti sur un trip où tous les nombres veulent dire quelque chose. Le 8, c'est la justice. Le 7, c'est la sagesse. On va d'ailleurs écouter ensemble un extrait d'une prière qui fait le décompte des nombres. Moi, je suis pas de ceux qui pourraient se permettre un trip à 3. De toute façon, les obsédés, moi, je veux rien savoir d'eux. J'aime mieux rester tout seul, pis des troubles, j'en aurai aucun. Pas comme un gros zéro. Ok, ça fait 23 minutes déjà que je vous en parle, mais on n'a pas fini parce qu'il y a tellement d'affaires importantes à parler par rapport à sa secte que j'ai décidé de diviser tout ça en 3 sections générales. La première, l'amitié. L'amitié, c'est important, gang, et c'est symbolisé par le pain. Tantôt, je l'ai dit rapidement, mais c'est interdit de rompre le pain à la table. C'est comme unfriender tes amis dans leur face. Mais surtout, l'amitié, tu sais, c'est tellement sincère et important qu'ensemble, on est des amis, puis on est tellement des amis qu'on s'aime, hein? Fait que les gens à l'extérieur de l'école, eux, sont pas nos amis, hein? Fait que t'as pas le droit de leur parler, sinon t'es plus notre ami. Ça fait que des adultes peuvent avoir cet échange qui est réservé aux enfants du primaire. Hey, connais-tu Paul? J'ai jamais entendu parler, il va dans notre école. Ah oui, c'est vrai, ça me rappelle que cette secte n'est pas juste une secte, c'est aussi une école. Et ça nous amène au deuxième point le plus important de la secte, le savoir. Une des obsessions à l'Antiquité chez les érudits, c'est de savoir des affaires. Ils veulent apprendre des choses, découvrir des choses. Puis c'est pareil, bien, tu sais. Je veux dire, à cette heure, j'ai lu une étude, c'est un euphémisme pour dire « j'ai lu un article ». Qui lui-même est un euphémisme pour dire « j'ai lu le titre d'un article ». Puis ça finit par « ok, j'ai vu un TikTok ». Et cette obsession-là, Pythagore n'y échappe pas. Pour lui, tout est formé de nombres. Donc plus qu'on analyse les maths, plus on s'approche du savoir ultime. Tellement que lorsqu'on découvrait un nouveau théorème, on sacrifiait un bœuf, ce qui serait pas mal sale dans nos écoles de nos jours, mais considérant l'état de nos écoles, ce serait pas si pire que ça. Ah, excusez, j'ai pas été assez précis. J'ai dit que le but de la secte, c'est de savoir tout sur les maths, mais quand je dis tout savoir, je veux dire tout savoir si
ça concorde en quoi Pythagore croit déjà. Parce que, surprise, surprise, ça n'aime pas bien ça se faire contredire des leaders de culte. Bon là, je vais vous donner un exemple, puis il va falloir faire des maths. Je m'excuse, un peu de théorie des nombres, c'est super simple, ok? En gros, il existe des nombres rationnels. Dans rationnel, il y a ratio, c'est-à-dire d'une division d'un nombre par un autre, comme par exemple 2 tiers, 1 demi, 3 quarts sont des nombres rationnels. D'ailleurs, avec les nombres rationnels, Pythagore a fait plein de découvertes vraiment nice sur les instruments à cordes grâce au ratio, notamment comment les harmonies sont créées. Mais c'est pas de sa faute à lui, c'est des mauvais musiciens qui existent de nos jours. Je n'aimerais pas de nom. Comme un gros zéro! Les nombres irrationnels, de l'autre côté, sont des nombres qui sont pas rationnels. Souvent, ils n'ont pas de fin, comme pi, par exemple. Le nombre pi aura un jour son propre épisode, mais faut juste savoir que c'est pas un nombre rationnel. Et voilà, phew, c'est fini les maths. Juste vous dire que Pythagore, lui, a décidé que les nombres irrationnels, qui sont significativement plus nombreux que les rationnels, lui décide que ça n'existe pas. Fait que c'est vraiment nice d'avoir un mathématicien qui dit tout savoir, mais qui décrète une affaire de base complètement fausse. C'est comme avoir un cuisinier qui dit que ça n'existe pas les pommes, ou un premier ministre qui dit que ça n'existe pas le racisme systémique. Oh là là, ce Colombien d'origine est engagé. Ouais, mais comme le racisme systémique, il y a plein de manières de prouver l'existence des nombres irrationnels. Malheureusement, pour Hippaste de Métaponte, il y en a découvert une. En étudiant à l'école de Pythagore, il a découvert que la racine carrée de 2 est irrationnelle et c'était vraiment fou pour l'époque. Il est allé voir Pythagore avec sa découverte. Hey Pythagore, check ça! Je viens de prouver que t'es complètement dans le champ. C'est sûr que tu vas bien le prendre de te faire humilier devant tout le monde. Hey tout le monde, venez voir Hippaste de Métaponte. Il va essayer de nous dire de quoi. Et nous, on va essayer de comprendre pendant qu'il parle en dessous de l'eau pendant que je le noie. Ouais, le dude qui disait à tout le monde que c'est immoral de faire du mal à une bine a littéralement noyé un dude devant tout le monde. C'est bien une preuve qu'il fallait pas faire chier Pythagore. C'est qu'il fallait démontrer, hein. Plus je sais que les matheux qui écoutent le podcast vont lever la main en me disant « Ouais, mais il me semble qu'il y a une racine carrée dans le théorème de Pythagore et que ça va donner plein de nombres irrationnels. » C'est quoi je vous répondrais? Ça vous tente-tu vraiment de vous faire noyer dans le lac et avoir raison ou vivre et avoir tort? En fait, toute cette histoire-là ne fait pas l'unanimité chez les historiens. Selon Jean Blick, Hippaste de Métaponte n'aurait jamais prouvé l'irrationalité des nombres, mais il aurait été le premier à mettre sur papier comment construire une sphère avec 12 pentagones, ce qui forme un ballon de soccer! Fait qu'Hippaste de Métaponte est allé voir Pythagore qui, pour sa grande découverte, lui a donné une promotion, il a déclaré son bras droit. Ouais, non. Tout ça parce que c'était une découverte d'une technologie beaucoup trop importante et dangereuse qui pourrait tomber dans de mauvaises mains. Ouais, si un ballon de soccer c'est une découverte d'une technologie trop importante, je pense pas que Pythagore a vraiment trippé en regardant Oppenheimer. D'après moi, c'est plus un gars de Barbie, et le connaissant, s'il avait une Barbie, il l'aurait noyé devant tout le monde. Et la dernière affaire la plus importante dans une secte, c'est évidemment la spiritualité. Une des grosses affaires de Pythagore, c'est la réincarnation. C'est pour ça qu'on touche pas aux bines, nos ancêtres sont dedans, mais aussi, il y a une fameuse histoire qui raconte tout le temps. Il se promenait à côté d'un chiot que des gens battaient, et il a dit « Hey, arrêtez! C'est l'âme d'un ami que je reconnais, puis j'ai entendu crier! » Et tout le monde était bien impressionné qu'il ait retrouvé son ami dans un chien, mais moi je trouve que personne ne paraît bien là-dedans. Arrêtez de battre un chiot parce que c'est un chiot, esti! Puis j'imagine même pas ce que Pythagore a fait avec le chien après, là. Hey, mais c'est mon ami Yannick! C'est qui le beau Yannick? Ben oui, c'est toi le beau Yannick! Et ça illustre bien que dans sa secte, t'as une relation vraiment particulière avec tous les animaux. Tu peux pas en manger, sauf si ce sont des animaux qui ont été sacrifiés, mais t'as pas le droit d'en tuer. Enfin, toi t'as pas le droit. Pythagore, lui, il a le droit. Quoi? Un leader de culte qui se donne des droits?
Impossible! D'ailleurs, l'affaire la plus controversée de toute sa secte, c'était pas de prendre ses membres, les isoler, enlever leurs possessions, c'était d'être végétarien. Et ça a fait un impact tellement important dans son univers que jusqu'à ce qu'on invente le mot végétarien, à la place, on disait un pythagoréen. Dans le même ordre d'idées, personne dans sa secte ne portait de laine à l'époque. Laissez les moutons tranquilles. Voulez-vous bien arrêter de raser vos ancêtres? Veux-tu bien lâcher ton arrière-arrière-grand-mère? Fait que ouais, Pythagore avait des idées véganes bien avant son temps et était jugé comme le plus gros des weirdos pour ça parce que des fois les véganes sont de même. Donc on respecte les animaux, on vénère les nombres, mais il y a quelqu'un à vénérer. Le directeur de l'école lui-même, Pythagore. Pythagore ne se prenait pas pour un petit triangle scalène, il était vu comme étant un demi-dieu, le fils d'Apollon, le dieu soleil, ou d'Hermès, le gars des sacoches. Il maîtrisait la réincarnation au point de se souvenir de ses anciennes vies. Genre, il te raconte comment il s'est battu aux côtés de son bon ami Achille. Hey, c'est déjà fatigant que tous les gens de 50 ans en montant que tu connais étaient à l'émeute de Metallica et Guns N' Roses en 92. Imagine des affaires inventées, là. Et là, ça adonne que maintenant, live là, êtes-vous excité et a atteint sa meilleure forme. Alors qu'il est un bonhomme avec une barbe en robe de chambre pis des gougounes, il a juste l'air d'être de dude dans The Big Lebowski. Et au sommet de sa secte, Pythagore s'est inventé des super pouvoirs. Pythagore pouvait parler aux animaux, se souvenir de ses anciennes vies, prédire les tremblements de terre, arrêter le vent et même avoir une cuisse en or. Il mentait plus que Giovanni Apollo, François Bourguignon et Pinocchio mis ensemble. Puis l'affaire à cette époque-là, quand tu dis ce genre de choses-là, c'est que des humains vont parler. Le genre de vœu de silence, ça tient moyen la route, mais ça fait que l'école va grossir parce que ça crée un aura de mystique autour de Pythagore. Ça attire des gens. Puis une affaire le fun, c'est que les gens qui sont attirés par des paroles niaiseuses, c'est vraiment une autre époque. Ben c'est quoi les options? C'est quoi tes options? Dis-moi l'option là. Dites-moi l'option, je vais la faire. Payer avec une autre carte de crédit, j'en ai pas. Et tout ça, ça fait que la secte de Pythagore va grossir, excusez-moi, l'école de Pythagore va grossir au point de devenir une grosse patente dans Crotone et en a absorbé presque la ville au complet, là. Ça, c'est comme si la Naudière envahissait le Québec au complet. On salue les fléchères, fléchettes et Marie-Flèche du coin. Une affaire le fun, c'est que l'école était aussi ouverte aux femmes. Les nerds, c'est dans tous les genres. Et ça, c'est un gros clash avec la ville d'à côté, Sybaris. Imaginez Sybaris comme un gros beach club 24/7, un endroit où tout le monde adore boire et se battre. Littéralement le beach club. Et la réputation des Sybarites, les habitants de Sybaris, est tellement devenue intense, même les gens de la Beauce leur diraient de se calmer. Sybaris est devenu un mot pour parler des gens qui aiment boire et se battre, même que c'est encore le cas aujourd'hui. Regardez dans le dictionnaire, Sybarite, c'est là. S-Y-B-A. Bon, personne va regarder, mais je vous le dis, il est là. Qu'est-ce qui arrive, tu penses, lorsque tu mets le monde de party à côté du club de maths? La marde à pogne. Mais elle pogne pas à peu près. Ça l'a escaladé jusqu'à ce que le dirigeant de Sybaris exige à Pythagore de lui renvoyer des réfugiés. Le thème réfugié est assez lousse, là. C'est qu'il y a des gens de Sybaris qui étaient tannés de l'odeur de vomi, puis de lendemain de brosse, puis de vieilles Coors Light, qui sont rentrés dans le secte en se disant « M'a faire de quoi de ma vie », puis là, whoops, réalisent que c'est une secte finalement, c'est pas une université, mais là, ils sont coincés dans une place parce qu'ils peuvent même plus parler à leurs proches. Fait que les gens de Sybaris, eux, sont comme « Hey, Pythagore, les gens là qui trippent moyen, là, ils pourraient revenir chez nous, right? » Pythagore fait « Ouais, right. Moi, tant que leader de secte, mon affaire préférée, c'est de laisser mes membres vivre leur vie, hein? » Mais tu niaises pas avec un leader de secte. Pythagore a décidé d'entrer en guerre avec son voisin. Puis des fois, les nerds, nous, on est vraiment intenses, là. Fait qu'imagine des nerds de secte. Hey, regarde juste des nerds de Star Wars se chicaner entre eux autres, là. Le meilleur, c'est Luke Skywalker. Non, c'est Han Solo. Ben non, c'est Jar Jar Binks.
Pythagore décide d'attaquer en premier Sybaris avec le pouvoir des maths et il devient Pita Pita! Et c'est super efficace. Mais c'est surtout que Pythagore comptait dans ses rangs Milo le lutteur. Et les gens, ils t'appellent pas le lutteur comme nom de famille pour rien. Le dude donnait des coups de chaise à la tête des autres pendant que l'arbitre avait le dos tourné. Fait que les nerds bien choqués après la ville de Sybaris, ouvertement, ils sont comme « Tu veux la guerre? Tu vas l'avoir la guerre. » D'un bord, t'as les gros buveurs qui se battent entre eux autres, puis de l'autre côté, t'as les nerds qui s'entraînent et qui mangent bien. Les nerds gagnent! La secte de Pythagore est vraiment pas venue pour niaiser. Sybaris, il en reste pas grand-chose après tout ça. Et l'affaire, c'est que quand une ville se fait mettre à terre par une secte, ça envoie le message aux autres qui devraient peut-être faire de quoi pour pas être les prochains. Surtout que dans d'autres villages, les gens découvrent un nouveau trésor. La démocratie! Il s'avère que les leaders de culte sont vraiment pas fans de la démocratie! On se demande bien pourquoi. Les populations avoisinantes à Pythagore forment une alliance comme à risque pour le sortir de la map. Et quand t'es bon en mathématiques, ça rend le tout encore plus douloureux parce que tu sais que tu peux rien faire contre la force du nombre. C'est dans cette dernière bataille que Pythagore aurait trouvé sa fin. Chose presque certaine, quelqu'un aurait mis sa maison en feu, il a dû s'enfuir sans jamais qu'on le retrouve ou il aurait même changé d'identité. Mais selon deux sources, Diogène Laertius et Iamblichus, Pythagore se serait sauvé à la course en se faisant pourchasser par ses assaillants. Il aurait couru et couru et couru, et son arrière aussi, et couru, et il s'est ramassé dans un cul-de-sac entouré d'un champ de fèves. Et plutôt que de foncer dans un champ de lentilles et de trahir son plus grand principe fondamental, Pythagore se serait laissé faire trancher la gorge. Personnellement, j'y crois moyen. Un leader de secte qui respecte ses propres principes, mais c'est comme un premier ministre qui n'investit pas dans des paradis fiscaux. Pas tant crédible. Et qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Ben, Pythagore est mort en genre de 450 avant Jésus-Christ. L'école a continué de rouler encore un petit bout, mais ça finit par fade out tranquillement comme une toune disco. Fait que ça reste de même un peu pendant un bout de temps, mais 400 ans plus tard, genre en 50 avant Jésus-Christ, des gens sont tombés sur ces affaires et ils ont capoté. Ils sont devenus les gens qui se trouvent cool de collectionner des vinyles obscurs, là. Oh, moi, la philosophie, je préférais ça avant Socrate. Et ces nouveaux fans se sont appelés des néo-pythagoréens. C'est probablement cette gang-là qui ont attribué à Pythagore toutes ses découvertes, comme le fameux théorème. Ben ouais, on n'a pas encore parlé, mais c'est connu depuis vraiment longtemps avant lui. C'était issu des Babyloniens 1000 ans avant Pythagore. Et oui, 38 minutes d'un podcast sur Pythagore pour apprendre que Pythagore n'a pas inventé le théorème de Pythagore. Faut pareil lui donner que Pythagore a fait plein d'avancées dans plein de domaines différents. Dans les mathématiques, dans les sciences politiques, dans l'astronomie, dans la musique, en découvrant que la musique est faite de nombres. Parce que les maths sont partout, il avait pareil un peu raison. Il a laissé aussi sa trace dans le mysticisme. Et oui, si tu tripes sur la numérologie, t'es un peu dans sa secte. Et avant que tu partes, juste une petite affaire à dire avant de partir. Juste dire qu'à l'animation, c'était Pierre-Luc Racine. Au texte, Pierre-Luc Racine. Au montage, Pierre-Luc Racine. Au graphisme, Pierre-Luc Racine. À la recherche, Pierre-Luc Racine. À la mise en onde de Pierre-Luc Racine. Aux réseaux sociaux, Pierre-Luc Racine. Au craft, Pierre-Luc Racine. Puis c'est juste faire du pain live qui prend même pas le temps de mettre dans le four. Fait que ça aiderait vraiment Pierre-Luc Racine si t'allais écrire dans ton réseau social préféré Pierre-Luc Racine. Parce qu'en ce moment, il y a un seul auditeur qui s'appelle Pierre-Luc Racine. Aussi, mon show de stand-up humoriste québécois est disponible gratuitement sur YouTube. Va le voir, puis abonne-toi à ma chaîne rendue là. Gagne. La prochaine fois, on se parle d'un sujet sinistre sur les maths. Je vous aime. On se revoit bientôt, mes mangers de maths. Ici, c'était Pierre-Luc Racine.
À la prochaine.